Il est grand temps que j'investisse dans un vrai setup parce que là, ça fait un peu pitié. Coucou vous, c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet que j'ai vu sur Twitter. Enfin, je vais plutôt réagir à un sujet qui a fait trembler Twitter ces derniers temps. Donc voilà, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vais vous mettre mon Twitter ici. Voilà, donc suivez-moi parce que je suis très active sur Twitter, sur Insta aussi. Voilà, donc suivez-moi sur Insta parce que mes stories sont plutôt intéressantes. Ça permet d'approfondir les sujets que j'aborde en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si vous appréciez le sujet et ce dont je vais parler. Activez la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, bon ben, je pense qu'on peut commencer. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui met en relation deux aspects de ma vie, donc le niveau professionnel et le niveau personnel, donc ma personne. Comme vous avez vu dans le titre, on va aborder le racisme dans le milieu médical précisément, et du coup on va réagir au hashtag balance ton médecin. Donc pour vous recontextualiser la chose, ce qui s'est passé, c'est qu'un médecin sur Twitter, une femme médecin, je sais pas exactement elle est médecin dans quoi, je crois qu'elle est médecin généraliste, qui nous a fait un thread qui a choqué énormément de monde et qui a fait réagir énormément de monde. De ce thread est parti le hashtag balance ton médecin. Donc je vais essayer de retrouver, si je retrouve des captures d'écran, je vous mettrai. Elle a supprimé son thread. Elle nous fait un thread en nous expliquant comment elle a mal soigné une patiente liée à ses préjugés racistes et discriminatoires. En gros, il y a une patiente d'origine maghrébine qu'elle suit depuis des années. Cette patiente-là ne parle pas très bien français. Notre très cher médecin se plaignait de ce fait-là et disait qu'en gros, elle a dû l'imaginer en tant que personne blanche pour pouvoir la soigner correctement et lui proposer un traitement. Et en fait, ce qui m'a choquée dans son trait, c'est la façon dont elle disait les choses, en mode elle s'est dit « Oh tiens, je me suis rendu compte que j'étais raciste et donc c'était à cause de ça que je soignais mal une patiente ». Et beaucoup lui ont reproché ça parce que c'était très violent à l'encontre de beaucoup de racisés qui ont subi ça ou quelqu'un de leur famille ont subi ça. En tout cas, on a tous une histoire familiale chez nous d'avoir été mal soignés à cause de nos origines. Pause. Si vous vous demandez ce que veut dire le terme racisé, c'est un terme utilisé dans le militantisme et en sociologie plus généralement, qui veut tout simplement désigner dans un contexte occidental les personnes issues de minorités non blanches qui vont subir le racisme et la discrimination. Donc les personnes noires, les personnes maghrébines ou encore les personnes asiatiques. Et du coup, bah voilà, il y a des témoignages qui ont commencé à sortir, pas mal de personnes qui ont réagi à son trade, justement. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on pourrait lui accorder le bénéfice du doute. Mais cette très chère médecin a un blog. Et sur ce blog, je vais essayer de vous retrouver aussi les propos. Elle avait des propos très violents. Et du coup, cette pseudo remise en question dont elle nous parle dans son trade, on peut vraiment se poser justement des questions dessus et se demander si elle est vraiment sincère dans sa démarche. Enfin bref. Il n'y a rien qui allait, tout était problématique. Tout ça pour dire que ça va nous permettre d'aborder un sujet. De toute façon, ce sujet, je comptais l'aborder en vidéo. Mais du coup, là, vraiment, ça m'a donné encore plus de motivation parce qu'il y a eu pas mal de témoignages de personnes liées à ce trade. En parallèle, quelques jours avant, donc en fait, comme par hasard, tout est arrivé au même moment. Quelques jours avant, j'avais vu dans ma télé une fille, justement, qui encourageait les Noirs à faire des études médicales ou paramédicales. Elle disait qu'en gros on a besoin de médecins noirs, de psy noirs, enfin d'infirmières noires, parce que justement la prise en charge par des soignants non racisés, elle est remplie de clichés et de stéréotypes qui fait qu'on nous soigne mal. Elle a fait ce tweet là et ensuite plusieurs personnes ont réagi et en dessous de son tweet en fait elle mettait à chaque fois les témoignages des gens qui expliquaient leur expérience de racisme en fait dans le milieu médical, ce qu'ils ont subi, les discriminations qu'ils ont subies parce qu'ils étaient racisés et donc ils ont été mal soignés. Et du coup, en dessous, elle a recensé tout ça et je vous mettrai par contre, elle, son trade il est encore dispo. Je vous mettrai un screen ici, donc vraiment je vous invite à aller le lire, c'est hyper intéressant. Et du coup, pour parler de ça,
j'ai un peu noté tous les points qui revenaient souvent sur Twitter que j'ai vus ces derniers jours, mais aussi les points que j'ai entendus de par soit mon expérience personnelle, soit des proches, ou même en faisant mes recherches. Donc il y a plusieurs points qui reviennent assez souvent et du coup on va discuter dans la vidéo. Donc déjà ce que j'ai noté qui revient assez souvent, ce sont les biais racistes liés à nos cultures. C'est-à-dire que les personnes non racisées vont avoir une image, des clichés, des stéréotypes des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques et tout ça, ça va forcément influencer leur façon de nous soigner et surtout leur façon de prendre en compte les informations qu'on leur apporte. Moi, je suis soignante, je suis infirmière pour les gens qui ne sont pas au courant. Et du coup, quand on prend en charge un patient, c'est très important d'écouter le patient et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Le patient, c'est la première personne qui va nous apporter des informations et des éléments sur son état de santé pour qu'on parvienne à le soigner. Et le problème, il survient quand on ne prend pas en compte ce que le patient nous dit ou qu'on minimise les symptômes qu'il a parce qu'on a une image ou des clichés liés à l'origine du patient. Tout ça, ça porte un nom, ça s'appelle le syndrome méditerranéen. Donc c'est quoi le syndrome méditerranéen? Putain, je sais pas te prononcer, les mots trop longs là, c'est pas pour moi. Méditerranéen. Donc le syndrome méditerranéen, c'est le fait en fait de minimiser ce que ton patient il va dire parce que toi dans ta tête, vu que le patient il est d'une certaine origine, forcément il aggrave ses symptômes. Donc il ne te dit pas la vérité, donc toi tu vas minimiser ce que le patient te dit, notamment lié à la douleur. Par exemple, une patiente d'origine maghrébine, elle arrive aux urgences, elle arrive à l'hôpital, elle dit qu'elle a hyper mal. Pour évaluer la douleur, en tant que soignant, on a des échelles. L'échelle la plus utilisée, c'est l'échelle numérique, c'est-à-dire de 0 à 10. 0 c'est l'absence de douleur, 10 c'est une douleur insurmontable, insupportable, c'est la douleur extrême. Le patient, il arrive à l'hôpital, il vous dit que sur l'échelle, il a, je sais pas moi, 8 sur 10 de douleur. Mais toi, vu que tu vois que c'est une personne d'origine maghrébine ou une personne noire, enfin voilà, que sais-je, tu vas dire, ah non, mais elle exagère sa douleur et tout, je suis sûre qu'elle doit avoir 4 ou 5, mais bon, eux, dans leur culture, de toute façon, ils exagèrent toujours tout. Et du coup, tu vas lui donner des antidouleurs. Mais justement, vu que tu as minimisé la douleur de ta patiente, les antidouleurs que tu vas lui donner, ça ne va pas suffire. Et donc, tu lui donnes du Doliprane. Mais si ta patiente te dit qu'elle a 8 sur 10 de douleur, le Doliprane, ça va absolument pas suffire. Et du coup, la patiente, elle va traîner cette douleur, elle ne sera pas soignée en fait. Le syndrome méditerranéen, ça fait partie de ça. C'est le fait de minimiser les symptômes que la personne en face va te dire parce que tu as un biais raciste, c'est-à-dire que tu as un cliché et un stéréotype lié aux origines de ta patiente. Si c'était une personne blanche qui était venue te dire qu'elle a 8 sur 10 de douleur, mais alors là, tu allais lui donner la dose d'antidouleur qu'il faut. Tu ne te serais pas posé la question de savoir si ce qu'elle te dit c'est vrai ou pas. C'est l'un des premiers biais racistes qui participe au fait d'être mal soigné quand tu es racisé. Toujours lié à la douleur, il y a aussi ce cliché sur les noirs qui nous ferait croire que les noirs ressentent moins la douleur que les autres. Forcément, on va te sous-doser en antidouleur parce que les gens pensent que tu ressens moins la douleur que les autres, donc on va pas te donner des antidouleurs adéquats. Aussi le fait que beaucoup, et ça je l'ai entendu, bon j'ai vu sur Twitter des témoignages, mais je l'ai aussi entendu en milieu professionnel, que les noirs ont une peau plus épaisse, donc ils sont plus difficiles à piquer. C'est faux. Déjà, je vais vous expliquer un truc. Quand tu dois piquer un patient, quand tu dois lui faire une prise de sang ou quand tu dois lui mettre une perfusion, le plus important, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est de sentir la veine. Donc oui, nous on a la peau noire et du coup nos veines forcément sont moins visibles que quelqu'un qui a la peau blanche, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus difficile à piquer ou que notre peau elle est plus épaisse. Parce que déjà de base, si tu es un vrai soignant, si tu es un vrai professionnel, tu sais que la veine, tu ne dois pas la voir, tu dois la sentir, c'est le plus important. Et donc on s'en fout en fait que tu sois blanche ou que tu sois noire, l'important c'est de sentir la veine. Ce stéréotype qui dit que ouais voilà, du coup on a la peau plus épaisse, du coup c'est plus compliqué, nanani nanana, c'est faux. C'est faux, moi je vous dis c'est faux. Et je sais qu'il y a beaucoup de noirs à qui ça leur est arrivé, qu'on les rate plusieurs fois et qu'on leur dise non mais c'est parce que je vois pas vos veines, vous avez la peau trop épaisse et tout, nanani nanana. Non, c'est faux. Si t'es pro, que tu connais ton métier, que tu n'as pas ces clichés là en tête, bah tu réussis très bien à piquer un noir ou une blanche. La couleur de peau ça ne change rien dans ta façon de piquer la personne. Ensuite, un autre biais raciste aussi que j'ai beaucoup vu et que j'ai aussi lu sur les témoignages, c'est lié à la barrière de la langue. Donc nous, notre génération,
en général, on va pas vraiment subir ça, ça va être plutôt la génération de nos parents ou la génération de nos grands-parents surtout. La barrière du langage. Et même moi, je le vis aussi en milieu professionnel dans mon service et dans d'autres services également que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas correctement français, ce qui est totalement logique. Le français, ce n'est pas leur langue maternelle. Mais est-ce que ça doit t'empêcher de soigner la personne? Non. Dans ma tête, je me dis, il faut être indulgent. Moi, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Bon, déjà, toi, en tant que soignant, c'est frustrant de ne pas comprendre ce que ton patient veut. Mais t'imagines le patient qui souffre et qui n'arrive pas à exprimer sa douleur, ça doit être encore pire. Du coup, il faut être un peu indulgent, essayer de trouver des moyens pour comprendre la personne et pouvoir la soigner correctement. Le thread Twitter d'origine qui a lancé le hashtag, en fait, c'était exactement cette situation-là. Sa patiente ne parlait pas français et du coup, elle était frustrée et tout ça. Elle voulait même pas prendre la peine d'essayer de comprendre ce que lui disait la patiente. Elle l'a envoyé sur les roses plusieurs fois et elle a dû l'imaginer en tant que femme blanche pour réussir à la soigner. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que soignant pour remédier à ça? C'est soit d'attendre que la famille arrive. C'est le premier truc qu'on essaye de faire. Dès que la famille arrive, elle va faire office de traducteur ou de traductrice. Dans un hôpital où je travaillais à Bruxelles, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une liste de personnel qui parlait plusieurs langues. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu étais embauché à l'hôpital, même en tant qu'étudiant, il y avait une liste et tu devais remplir, par exemple, moi, par exemple, j'aurais pu dire, ouais, je parle comorien, je comprends comorien, je parle français et tout et tout. Donc, comme ça, on avait une liste de soignants, le service où ils travaillaient. Et comme ça, le jour où on a quelqu'un qui parle, je sais pas moi, mandarin, wolof, lingala et tout, qui parle pas français et qui comprend pas, et ben on sortait cette liste, on essayait de voir dans la liste il y avait quelqu'un du personnel qui pouvait parler et qui pouvait servir de traducteur. Donc ça, je trouve que c'est un moyen assez pertinent et assez intelligent de pallier ça. Et en fait, voilà, on essaie toujours de trouver, de mettre en place des petits trucs pour pouvoir soigner correctement le patient. C'est la base en fait. Ensuite, quel autre biais raciste aussi que j'ai vu? Ça, je vais plus parler pour les psys, donc les psychologues, les psychiatres et tout. Donc il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait de nier les traumatismes que tu vis en tant que personne racisée ou de les minimiser. Pareil. Ton expérience de vie en tant que personne racisée ne va pas être pareille qu'en tant que personne blanche parce que déjà tu vas subir le racisme. Et du coup, quand tu es face à un psy qui minimise tes expériences personnelles, la personne ne peut pas bien te soigner parce que par exemple tu vas lui dire oui j'étais dans une école, j'ai vécu des expériences racistes et tout ça nanani nanana et qu'elle te dit oh mais ça c'est rien, c'est pas grave, c'est des petites choses, oh mais il faut pas prendre ça en compte et tout. Non non, bah non, je suis désolée mais non, tu peux pas nier les expériences traumatisantes dans ce monde si oppressant pour nous que va vivre ta patiente. Tu peux pas. Et si tu nies ça, bah, tu ne la prendras pas correctement en charge. Il y a aussi le fait, du coup, comme je le répète en début de vidéo, d'avoir des clichés, des stéréotypes sur certaines origines. Et par exemple, j'ai lu dans les témoignages quelqu'un qui disait qu'elle était partie voir un psy lié à l'abandon de son père. Et le psy lui a dit que ah ouais mais de toute façon chez les noirs les pères ils abandonnent souvent leurs enfants et tout, donc chez eux c'est normal. Donc déjà quand tu pars avec des biais racistes et clichés comme ça, tu vas pas aller très loin en fait, parce que chaque personne est spécifique, on a notre individualité. Je veux dire, c'est pas parce que moi, comorienne, j'ai vécu ça que tous les Comoriens ils vont vivre ça et que du coup tu peux mettre un cliché sur les Comoriens en disant ouais les Comoriens sont ceci, cela. Et d'autant plus projeter ça sur ta patiente qui vient te parler d'une expérience de vie précise et tu vas mettre sur elle un cliché que tu as sur toute sa communauté. Je voulais quand même faire un gros point sur un domaine précis où je pense c'est l'un des domaines où sûrement la femme noire elle a le plus souffert et elle souffre le plus, c'est la gynécologie et la maternité. Déjà, rien que la gynécologie, pour les femmes tout court, c'est pas une partie de plaisir. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des violences gynécologiques et des violences obstétricales. Il y a même un reportage qui a été fait dessus. Si je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Il faut savoir que ces deux domaines-là, spécifiques à la femme, ne sont pas très très safe pour la femme. D'ailleurs, je vois beaucoup de filles qui se plaignent de leur gynécologue, qui ont peur d'aller chez le gynécologue. Moi, je vous recommande les sages-femmes. Elles peuvent faire un frottis, elles peuvent faire des suivis et des dépistages, etc., comme les gynécologues.
Et souvent, en tout cas de mon expérience et de l'expérience de beaucoup d'amis à moi, elles sont beaucoup plus douces, on va dire, beaucoup plus bienveillantes, plus à l'écoute que les gynécologues. Je ne dis pas que tous les gynécologues sont à jeter, bien évidemment, c'est une profession que je respecte énormément, mais je dis juste que j'ai vu beaucoup de filles se plaindre de leur gynécologue, avoir peur d'y aller. Du coup, comme alternative, je sais que vous pouvez aller chez les sages-femmes. Et donc la gynécologie, comme je vous ai expliqué, c'est un domaine pas très safe déjà en général et encore plus pour les femmes racisées. Donc là, on va se déporter aux États-Unis. Vu qu'aux États-Unis, on a le droit aux statistiques ethniques et donc je vous ai trouvé des chiffres. Je vais un peu contextualiser la chose. La gynécologie actuelle telle qu'on la connaît, l'avancée de la gynécologie, j'espère que depuis tout à l'heure je dis gynécologie, j'espère que ça se dit. Si. Bref, l'avancée de ce domaine-là, il a été très très fortement réalisé en grande partie grâce ou à cause des femmes noires. Un des pionniers de la chirurgie, donc le père de la gynécologie américaine telle qu'on la connaît, le docteur James Marion Sims, utilisait des femmes noires comme cobayes pour ses expériences. Donc c'était dans les années 1800. Il achetait des femmes noires, des esclaves. Il faisait ses opérations sur elles. Évidemment, vous vous doutez bien, sans anesthésie. Donc en gros, le corps de la femme noire a été utilisé comme outil pour l'avancée de la gynécologie. Dans des conditions extrêmes. Voilà, j'imagine pas à quel point ces femmes ont souffert, c'est horrible, c'est horrible quand tu y repenses. Donc déjà, il faut savoir que les États-Unis, parmi les pays développés, il a le plus haut taux de mortalité maternelle. Déjà, de base, toutes les femmes aux États-Unis, c'est le pays où en gros, tu as plus de chances de mourir en gros si tu accouches. Si tu accouches aux États-Unis, tu as plus de chances de mourir que si tu accouches en France. Le taux de mortalité maternelle aux États-Unis a doublé de 1987 à 2013. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, le taux de mortalité diminue, sauf aux États-Unis. Et maintenant, les femmes afro-américaines ont 2,6 fois plus de chances de mourir que les femmes d'autres origines. Donc les femmes afro-américaines ont le plus haut taux de mortalité maternelle aux États-Unis par rapport aux autres femmes. Donc en gros, si tu es une femme noire que tu accouches aux États-Unis, tu as plus de chances de mourir que dans un autre pays et qu'une femme d'une autre origine qui... putain, ça arrête pas de sonner, ça me saoule. Ça arrête pas de klaxonner. Je pense que vous allez grave entendre les klaxons dans la vidéo. Je suis désolée, mais j'habite dans un coin très bruyant, dirons-nous. Là, j'ai fermé la fenêtre et les volets, dites-vous. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que 60% de ces morts auraient pu être évitées. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, plus de la moitié de ces morts auraient pu être évitées. Ça me fait trop mal au cœur quand je dis ça. Serena Williams, quand elle a accouché de sa fille, elle a fait part de son expérience lors de son accouchement et elle a justement dénoncé ça. En gros, je vous explique. Elle se connaît très très bien, elle connaît très bien son corps. C'est une sportive de haut niveau, donc je pense qu'elle connaît un minimum son corps et sa santé. Elle savait qu'elle était en train de faire une embolie pulmonaire. Elle avait du mal à respirer, mais personne ne l'a écoutée. Elle a dû insister pour qu'on lui donne des anticoagulants, des antidouleurs et tout. Elle leur disait en plus, mais personne ne l'écoutait. Elle a insisté. Quand elle a insisté et qu'ils ont fini par l'écouter, ils se sont rendus compte qu'elle avait raison. Voilà. Et elle a fini par dire en disant, vous imaginez, moi je suis quand même une personnalité, je suis une célébrité. Donc j'ai déjà les moyens de m'offrir des soins adéquats et ma voix elle va un peu plus peser quand je vais dire quelque chose. Mais t'imagines une fille lambda, une femme noire lambda qui accouche et tout, il y en a beaucoup qu'on n'écoute pas, qu'on minimise leurs symptômes et résultat, d'où le pourcentage de 60% de morts en fait qui auraient pu être évitées. Parce qu'en fait, si elles sont décédées, c'est par un manque de communication, un manque d'écoute et une mauvaise prise en charge. C'est tout. Je vous parle des États-Unis, mais on peut revenir à la France en disant qu'en fait, il suffirait d'une meilleure compréhension, non, même pas d'une meilleure compréhension, il suffirait d'une meilleure écoute, d'une meilleure prise en charge
de ne pas laisser les préjugés, les clichés, les stéréotypes influencer la prise en charge de tes patients. Tout ça pour dire qu'en tant qu'infirmière, en tant que femme noire, pour moi c'était primordial d'aborder ce sujet-là. Déjà, j'aimerais délivrer un message. J'aimerais délivrer un message à mes collègues, à mes confrères, mes consoeurs soignants, que ce soit les médecins ou tout ce qui est paramédical, les infirmiers, les aides-soignants, etc., non racisés. Je sais que en ce moment dans le milieu, c'est pas la joie, il y a beaucoup de stress, on revendique énormément de choses, les conditions de travail ne sont pas les meilleures, je le sais, je suis très très bien placée pour savoir ça, mais il faut pas non plus ajouter à la détresse d'un patient. Un patient, quand il vient vous voir, il est dans une des périodes les plus vulnérables de sa vie. Le but, c'est pas de le rendre encore plus vulnérable, le but c'est de le soigner. En tant que soignant, on a tous prêté serment, on a tous juré de prendre en soin de la meilleure façon possible nos patients, d'atténuer sa douleur, son mal-être, d'essayer de faire en sorte que le patient soit le plus confortable possible. On a prêté serment pour ça. Que la personne soit blanche, noire, asiatique, etc. On a prêté serment pour prendre soin de personnes sans distinction de race, de sexe, d'origine, pour prendre soin de l'humain, tout simplement. Je pense que c'est important de se rappeler ça, surtout dans ces périodes de stress, dans ces périodes hyper compliquées. Et quand un hashtag est créé pour dénoncer les manquements dans notre métier, dans notre domaine, il est important aussi de prendre en compte la parole des concernés. Parce que quand le hashtag balance ton médecin est sorti, j'ai vu beaucoup de médecins, j'ai vu beaucoup de soignants minimiser la parole des concernés, se victimiser. Quand des personnes se plaignent d'un manquement au niveau des soins, d'une mauvaise prise en charge qui parfois cause la mort, donc quand des personnes se plaignent de choses aussi graves, notre devoir c'est de se remettre en question. Je sais que c'est dur de se remettre en question, en tant qu'être humain déjà en général c'est dur de se remettre en question, mais c'est dur aussi d'autant plus de se remettre en question dans ta posture professionnelle. Mais quand ta patient te fait une reproche sur la prise en charge, remets-toi en question, demande-toi pourquoi il te dit ça. Et justement, cette remise en question, ça va te permettre d'être un meilleur soignant. J'espère que mon message il va vraiment être entendu. C'est un sujet vraiment qui était important pour moi parce que comme je le répète, je crois que j'ai dû le dire au moins 10 fois dans cette vidéo, je suis dans le milieu, je sais très très bien comment ça se passe et je pense que ça pourrait se passer mieux et ça doit se passer mieux. J'ai un deuxième message du coup qui s'adresse à ma communauté. Il rejoint donc le tweet qu'avait fait la fille. J'encourage fortement mes frères et sœurs à faire des études dans le milieu médical, dans le milieu paramédical. On a besoin de plus de médecins noirs, d'infirmières noires, de psy noirs. On a besoin de soignants noirs qui vont comprendre nos vécus, nos expériences, à qui on aura plus de facilité à se confier, à parler. J'encourage fortement les miens à faire des études dans le domaine médical parce que je trouve que ça manque et je trouve qu'on en a besoin. Et que ça ne ferait que du bien à notre communauté. J'apporte vraiment tout mon soutien et tout mon amour à toutes les personnes dans ces témoignages. Il y a des témoignages qui m'ont tellement fait mal au cœur, je vous jure, c'est des trucs, tu te dis mais c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que vous allez mieux. N'oubliez pas que mes DM sont ouverts sur Twitter si vous voulez parler. Si je peux vous aider à ma petite échelle, et ben n'hésitez pas. Ou si c'est juste pour vous confier, franchement, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!